Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Ok. Euh, Juste si vous pouvez me dire si vous voyez. Voilà, ok, parfait, nickel. Du coup, je pense qu'on va pas plus s'attendre. Je pense que tout le monde est là. Du coup, je pense qu'on va commencer. Si Clara, t'es prête? Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce cours d'introduction sur les glucides. Vous m'entendez bien tous ou pas? Ok, bon, super. Alors, du coup, moi, je m'appelle Clara et du coup, je suis en deuxième année de médecine. Et il y a aussi Amélie qui est aussi en deuxième année. On s'est partagé le cours en deux. C'est moi qui vais commencer et à la moitié du cours, elle prendra le relais du coup. Amélie, il faut que ce soit toi qui gères les diapos par contre, parce que moi, j'ai pas le bouton. Ouais, ouais. En fait, j'essaie juste. En fait, si tu veux, c'est coupé en bas. J'essaie juste de voir comment je peux faire. Ah, voilà, c'est bon, ok. Donc, on va commencer par la définition d'un glucide. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un glucide? Les glucides, ce sont des composés organiques composés de carbone, qu'on appelle aussi sucre, ose ou hydrate de carbone. Donc, comme j'ai dit, ce sont des composés carboniques qui sont essentiels pour le vivant. Et les êtres vivants, en fait, ont la capacité de capter l'énergie des molécules carbonées via des réactions d'oxydation, c'est-à-dire des pertes d'électrons. C'est ce qu'on appelle les voies métaboliques. En fait, c'est cette réaction d'oxydation qui va donner de l'énergie et qui va permettre, qui va permettre de donner de l'énergie au corps, aux cellules. Ce sont donc les glucides ou les lipides sont des molécules qui sont essentielles à la vie et qui ont deux rôles principaux, structural et énergétique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à carrément prendre la parole si vous voulez. Alors, les sucres ont une formule générique que je vous ai écrit en haut à gauche et on peut la décliner sous plusieurs formes et notamment on a en bas la formule brute du glucose qui est C6H12O6. Ça, il faut que vous le sachiez, la formule du glucose, bon, ça a peu de chances de tomber au concours, mais n'empêche que voilà, il faut quand même le savoir si jamais. Les sucres sont composés d'une fonction carbonylée. Je ne sais pas si vous l'avez vu au lycée, la fonction carbonyle, c'est aldéhyde et cétone. C'est ce que je vous ai écrit juste à côté. Je ne vous ai pas écrit aldéhyde et cétone, je vous l'ai direct mis avec les hydroxyles et tout. Ce sont aussi des composés polyhydroxylés. Donc, la fonction hydroxyle, c'est OH, l'alcool. Et donc, on peut voir sur les deux schémas à côté que polyhydroxylé, c'est donc parce que vous avez plein de OH sur les molécules de glucose. Ce sont aussi des composés hydrosolubles et hydrophiles. C'est-à-dire qu'ils fondent dans l'eau et que dans un milieu aqueux, ils peuvent facilement se transporter. On trouve des glucides sous deux déclinaisons, ce sont les oses et les osides. Donc, tout d'abord, les oses, ce sont des
plus petits sucres, des monomères, c'est-à-dire qu'ils sont non hydrolysables. Hydrolysables, ça veut dire qu'on ne peut pas les couper, les séparer en deux. C'est une molécule inséparable, qu'on peut pas, non sécable, qu'on ne peut pas couper. Et ce sont les oses, ce sont les sucres simples, les monosaccharides. Donc ici, on a l'exemple du fructose et du galactose, du fructose et du glucose. Et ensuite, on a les osides qui, au contraire, sont des polymères et qui sont hydrolysables ce sont des polymères hydrolysables en monomères. Donc, quand on les coupe, ça fait des monomères et ce sont des sucres complexes, comme par exemple l'amidon. En ce qui concerne les oses et les osides, il faut que vous le sachiez et que vous ne vous trompiez pas entre monomères, polymères, hydrolysables, non hydrolysables, parce qu'on s'en mêle facilement les pinceaux, je trouve. Voilà, il faut bien les assimiler chacun. Voilà. Toujours concernant les oses et les osides, on a différentes classifications. Donc, en ce qui concerne les oses, on peut les classer de deux façons, en fonction du nombre de carbone de la formule globale. Donc, si on a si on a 3 carbones, ce sont des trioses. Si on en a 4, ce sont des tétroses, 5 des pentoses. Et donc, tout à l'heure, dans l'exemple du glucose C6H12O6 que je vous ai donné, on a 6 carbones au début. Donc, c'est un hexose. Et aussi, on peut les classer en fonction du détail de leur formule. C'est-à-dire si ce sont des épimères ou des anomères. Les épimères, c'est-à-dire qu'un seul carbone diffère dans leur formule Donc ici, on voit pour le glucose et pour le galactose, en gras, en coloré, on voit deux fonctions OH. Il y en a une au-dessus et une en dessous. Donc en fait, elles sont épimères parce que les fonctions hydroxyles sont au même endroit, mais elles sont inversées de chaque côté du cycle. Et pour les anomères, pareil, mais c'est en fonction de la position du carbone, enfin de l'hydroxyle du carbone C1. Donc vous voyez que c'est numéroté et que en fonction de où se trouve la fonction OH sur le carbone numéro 1, en haut, ce sera un monomère bêta et en bas, quand le OH se trouve en bas, ce sera un monomère alpha. Et en ce qui concerne... Non, t'es passé trop vite. Et pour ce qui est de la classification des osides, donc les glucoses, enfin les sucres polymères et hydrolysables, on peut les classer en 3 catégories. Tout d'abord en fonction du type de polymérisation, en fonction du degré de polymérisation et en fonction du type de liaison osidique. En ce qui concerne la première catégorie, le type de polymérisation, on a des holosides et des hétérosides. Holosides, ce sont des polymères d'amidon. Donc, en fait, pour vous rappeler, moi, je sais que j'aimais bien découper les mots. Et au lycée, j'avais fait du latin et du grec. Et du coup, les racines des mots, ça m'aidait vachement à me souvenir des termes un peu compliqués. Comme là, vous avez holoside et hétéroside. Pour vous en souvenir, holos en latin, c'est tout, un tout, TOUT. Et donc, polymère d'ose, en fait,
quand c'est holoside, c'est-à-dire que c'est toutes les mêmes molécules à la suite, contrairement aux hétérosides où c'est composé d'une partie sucrée et d'une partie non sucrée. Hétéro, ça veut dire, je pense que vous comprenez, différent, qui n'est pas de la même, qui n'est pas pareil biologiquement. Donc, holo, c'est toutes les mêmes molécules, alors que hétéro, c'est différent. En fonction aussi du degré de polymérisation, donc les diholosides, c'est-à-dire qu'ils sont composés de disaccharides, comme le saccharose qui est composé du fructose et du glucose. En fait, ce sont des... Le saccharose est composé de deux oses, le glucose et le fructose, et donc ce sont des saccharides, donc c'est pour ça qu'on dit que le saccharose est un disaccharide, contrairement aux polyholosides, qui sont des polysaccharides comme l'amidon ou le glycogène. Et dernière classification, c'est en fonction du type de liaison osidique, c'est-à-dire en fonction du positionnement du groupement hydroxyle anomérique du carbone numéro 1. Donc, c'est comme je vous ai montré pour les oses tout à l'heure. Et l'indication du carbone qui va faire le pont entre les molécules. Voilà. Donc, vous avez quelques glucides à connaître, outre le glucose, qui est l'amidon, un polysaccharide, qui est l'élément principal de réserve chez les végétaux et qui est le principal aliment glucidique chez l'humain, puisqu'on mange pas mal de végétaux finalement. Ensuite, l'amidon est formé d'amylose et d'amylopectine. L'amylose qui est un polymère de glucose lié par des liaisons alpha 1,4. Donc, alpha, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les liaisons, pour les anomères alpha, quand c'est le groupement OH par rapport au carbone numéro 1 qui est en dessous, et bêta quand il est au-dessus. Donc ici, on voit que le carbone que l'hydroxyle est en dessous. Donc c'est une liaison alpha. 1 parce que c'est entre le carbone 1 du premier cycle et le carbone 4 du deuxième cycle. Ça en fait du coup un polymère linéaire. Et l'amylopectine qui est ramifiée et dont les ramifications, la partie ramifiée est liée par des liaisons alpha 1,6 et dont la partie linéaire, comme pour l'amylose, est liée avec des liaisons alpha 1,4. Le but de la digestion, c'est d'hydrolyser, donc de couper l'amidon, de couper les molécules en monomères et de libérer des molécules de glucose, puisque on assimile seulement sous forme de les cellules assimilent les molécules seulement sous forme de monomères. D'autres glucides que vous avez à connaître, c'est le glycogène, qui est un polysaccharide de réserve chez les mammifères qu'on trouve le plus souvent dans le foie et les muscles. C'est une molécule qui est formée de plusieurs molécules, c'est un polysaccharide qui est formé de plusieurs molécules de glucose. Voilà. Le saccharose, qui est un disaccharide composé de glucose et de fructose, lié par une liaison alpha 1,4 tout à l'heure. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on se repère par rapport au carbone des cycles.
Le lactose, qui est également un disaccharide, mais cette fois composé de glucose et de galactose. C'est le lait et les produits laitiers. Et le cellulose, qui est un polysaccharide fait d'un polymère de glucose. Donc, c'est pareil, on a plusieurs molécules de glucose à la suite, mais liées par des liaisons bêta 1,4. Il faut que vous connaissiez aussi, par exemple, le saccharose, que c'est composé de glucose et de fructose, parce que on peut vous poser la question de quoi est composé le saccharose. Et aussi les liaisons. Et les profs aiment bien poser les questions sur les liaisons. Voilà. Alors, comme je vous ai dit au tout début, les glucides ont deux rôles principaux, c'est métabolique et structural, mais il y a aussi un rôle d'épuration. Le rôle métabolique des glucides, c'est d'apporter de l'énergie au corps, aux cellules, et les glucides représentent la moitié de l'apport journalier énergétique. Les glucides peuvent être stockés sous forme de glycogène dans les muscles et dans le foie en cas de baisse d'apport alimentaire. Ça, c'est Amélie qui vous expliquera comment ça marche, le stockage de glycogène. Ensuite, certains organes, comme le cerveau, ont des besoins permanents en glycogène. En glycogène. Donc, c'est pour ça que c'est important de réussir à en stocker pour que le cerveau et les organes importants soient irrigués en continu. Enfin, oui. Les glucides permettent également de fournir de l'énergie rapidement en cas d'effort anaérobie. Donc, c'est pareil, c'est la partie d'Amélie, ça aussi. Et on a aussi un rôle structural, c'est-à-dire que les glucides ont un rôle dans la structure de certaines macromolécules, mais aussi des nucléotides comme la ribose. Ils permettent la formation de dinucléotides sous forme de coenzymes comme le FAD et le NADH, le NAD. Et on a aussi un rôle d'épuration. Les glucides servent dans l'épuration de la bilirubine, c'est-à-dire l'évacuation des sels. Alors, il existe une bilirubine conjuguée et une non conjuguée. Et il faut faire attention à la bilirubine non conjuguée qui est à risque de neurotoxicité. Aussi, faire attention pour le concours et pour vos révisions à bien connaître les 3 rôles, parce que c'est aussi une question qu'on peut vous poser en oubliant un des 3 rôles. Et donc, du coup, ce sera une question qui sera fausse. Il faut connaître, soit dans votre QCM, il y aura les 3 questions, les 3 rôles et ce sera juste. S'il en manque un, ce sera faux. Donc, bien connaître les 3 rôles. Alors, en ce qui concerne la digestion des glucides, comme je vous ai dit, ils sont exclusivement absorbés sous forme de monomères, c'est-à-dire qu'il faut absolument les couper. Et c'est donc le rôle de la digestion qui va permettre le clivage de di- et polysaccharides en monomères, grâce principalement à des enzymes. Les principaux glucides absorbés, ce sont les disaccharides comme le lactose et le saccharose, les polysaccharides comme l'amidon et le cellulose, et les monosaccharides. Donc, si vous avez bien suivi, les disaccharides seront coupés, les polysaccharides aussi, mais pas les monosaccharides. Et on a une petite exception pour l'amidon, parce que ce sont des enzymes spécifiques qui vont couper les liaisons oxidiques alpha 1,4 et alpha 1,6. Je vous ai mis en dessous le schéma qu'a mis le prof dans son cours. Donc,
L'amidon va être coupé en maltose, c'est-à-dire deux molécules de glucose. Et ce qui va couper la première liaison oxidique, ce sont les amylases salivaires et les amylases pancréatiques, donc les enzymes salivaires et pancréatiques. Et ensuite, puisque le maltose est un disaccharide, il va encore être hydrolysé par de la l'isomaltase et de la maltase qui se trouvent dans la bordure des entérocytes. Donc, ce sont les entérocytes. Ce sont des cellules de la... Enfin, je ne sais même pas si ce sont des cellules. C'est des cellules de la bordure de l'intestin qui vont permettre donc de couper le maltose en glucose. Voilà. On a d'autres enzymes qui sont présentes sur la bordure des entérocytes. Ce sont les saccharase et qui permettent la digestion du saccharose en glucose et fructose, et la lactase qui permet la digestion du lactose en galactose et glucose. Voilà, donc les entérocytes, ce sont les cellules de l'épithélium intestinal, c'est-à-dire qui sont présentes dans la muqueuse intestinale. Et on a encore une exception pour la cellulose parce qu'elle n'est pas assimilable par l'homme qui n'a pas d'équipement enzymatique pour métaboliser la cellulose. Mais elle reste tout de même importante car elle permet un transport d'eau facilitant le transit intestinal. Les glucides sont donc hydrolysés dans l'intestin et ce sont des molécules très hydrophiles, c'est-à-dire qu'elles auront une facilité à se déplacer dans un milieu aqueux. Mais par contre, elles vont avoir du mal à passer la barrière lipidique, c'est-à-dire tout ce qui est gras. En fait, toujours, pour vous souvenir, mais bon, c'est quand même facile, tout ce qui est aqueux, hydrophile, J'ai juste remis la a diapo une pour quelqu'un. facilité à se déplacer dans l'eau, mais par contre ne peut pas passer tout ce qui est gras. Et à l'inverse, tout ce qui est gras lipidique peut passer dans ce qui est lipidique, mais a du mal à passer dans ce qui est aqueux et aura besoin de transporteurs. Donc, attends, j'ai pas fini. Voilà, donc l'absorption de monomères pour passer la barrière lipidique, on va donc avoir besoin de transporteurs qui vont amener les glucides vers les vaisseaux sanguins. En fait, les monomères vont être accrochés, on va dire, au niveau apical et ensuite ils vont être descendus au niveau basal, ce qui va permettre là dans le schéma de les amener dans le sang. Ils vont passer la barrière. Ensuite, on a un transporteur qui va les faire passer dans le sang. C'est bon, tu peux passer. Alors du coup, je vous ai fait un QCM intermédiaire pour que ça vous réveille un peu et que... Ah, j'ai vu. Est-ce que tu peux remettre la page d'avant? Ah.
Du coup, je vous ai fait un QCM intermédiaire juste pour vous réveiller, pour que vous voyez si vous avez aussi compris ou pas le cours. Et voilà, si vous avez des questions, dites-moi. Donc, au concours, c'est 1 minute 30 par question, il me semble. Donc, c'est pas très long. Bon, après, là, c'est des questions assez faciles. Mais voilà, il ne faut pas perdre de temps. Donc, je vous laisse 1 minute pour le faire. Voilà. Alors, je vois que vous avez à peu près tous eu la bonne réponse. Le glucose est hydrosoluble, oui. Les os sont hydrolysables, non, ils sont non hydrolysables. La formule du glucose, oui, j'avais fait un petit piège, c'est 6 et pas C8. Les glucides ont un rôle métabolique, d'épuration et structural. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a bien les 3 rôles. Et la D, c'est possible vu que c'est un rôle énergétique. Oui, elle est juste, mais quelle est ta question, en fait? Et l'amidon, c'est un polysaccharide et pas un monosaccharide. Après, sinon, le reste est juste. Il faut savoir les noms exacts de la classification des oses en fonction du nombre de carbone. C'est-à-dire c'est Clara qui a posé la question, quelle classification des oses? Les trioses, que triose c'est glycéraldéhyde et tout. Ah, moi je dirais que oui, mais je dirais que oui, mais de toute façon, tout ce qui est écrit dans le cours, tout ce que le prof dit, c'est susceptible de tomber au concours. Donc, s'il le dit, vaut mieux le savoir. Au moins, vous ne poserez pas la question. Voilà. Enfin, que si ça tombe, vous ne disiez pas ouais, je ne l'ai pas appris et tout. Vaut mieux le savoir, je dirais. Voilà. Bon, ben voilà. Ça, c'est bon, du coup. Ensuite, on passe à une autre partie. J'ai perdu ma feuille.
Donc voilà, on attaque une autre partie qui concerne les voies métaboliques du glucose. Donc tout d'abord, on a une petite partie sur le fructose et le galactose, ensuite le transport du glucose et la période postprandiale et la période de jeûne, enfin comment ça marche en période postprandiale et comment ça marche en période de jeûne. Voilà. Donc, en ce qui concerne le métabolisme du fructose et du galactose, ce sont donc des oses qui sont libérées dans le système veineux et qui remontent par la veine porte hépatique et qui qui remontent dans le foie. Le fructose et le galactose ne sont pas soumis à une régulation hormonale. Donc, on n'a pas de modification de la quantité de récepteurs au niveau de la cellule. Et le métabolisme du fructose et du galactose rejoint celui du glucose, c'est-à-dire que leur fonction, ce sera de fournir in fine de l'énergie ou d'en faire des réserves de glycogène en cas d'effort anaérobie. La concentration de glucose dans le sang, c'est donc la glycémie, et elle est stable chez un sujet sain. Elle est entre 3,90 et 6,10 millimoles par litre ou 0,70 à 1,10 grammes par litre. Attention aux unités, ça peut être un piège aussi. On peut inverser les unités ou alors mettre totalement d'autres unités. En ce qui concerne les facteurs de conversion, il faut les savoir aussi. C'est un peu des chiffres chiants à apprendre, mais bon, il faut quand même les savoir. Donc, comment on passe d'une glycémie en grammes par litre à une glycémie en millimoles par litre et inversement. Le glucose est donc composé de 6 carbones, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui portent chacun des fonctions différentes. On a un aldéhyde sur le C1, des alcools secondaires sur le deuxième, le troisième et le quatrième et le cinquième carbone, et un alcool primaire sur le carbone 6. Dans un milieu aqueux, il va y avoir une réaction entre l'aldéhyde du carbone 1 et l'hydroxyle du cinquième carbone, ce qui va provoquer la formation d'un pont oxydique 1,5 et la cyclisation du glucose. Donc sur le schéma que je vous ai mis à gauche, vous voyez tout à gauche la forme linéaire du glucose et ensuite la formation entre la réaction entre le carbone 1 et le carbone 5 qui va provoquer la cyclisation et une bascule à droite de 90 degrés du glucose qui va être cyclique comme on le connaît maintenant. Et on a encore les anomères. C'est à connaître aussi, les anomères. C'est un peu compliqué au début. Donc, si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas. Alors, comme je vous ai dit déjà, en fait, on fait une ligne horizontale au milieu du cycle entre le premier carbone et le cinquième carbone, le quatrième carbone. On part toujours du carbone 1 et on voit pour celui qui est à gauche, le alpha-glucose, que c'est un alpha parce que par rapport à cette ligne horizontale par rapport et aussi au carbone 1, le groupement hydroxyle est en dessous de la ligne. Et pour le bêta-glucose, c'est que par rapport à la ligne et au C1, c'est au-dessus. Voilà.
Alors, concernant comment ça se passe en période de jeûne et en période postprandiale, en période de jeûne, c'est quand vous ne mangez pas, quand il n'y a pas d'apport de glucose par l'alimentation. Et donc, on a une diminution de la glycémie. Une hormone intervient donc pour rehausser la glycémie parce que c'est dangereux d'être en hypoglycémie comme c'est dangereux d'être en hyperglycémie. L'hormone hyperglycémiante, c'est donc le glucagon qui, en fait, va favoriser la sortie du glucose dans la circulation et qui stimule la dégradation du glycogène, qui est la glycogénolyse, et qui, troisième but, stimule la néoglycogénèse, c'est-à-dire la synthèse de nouveaux glucidiques à partir de sources non glucidiques. Donc, sur ça, je vais passer rapidement parce que Amélie, elle va tout vous expliquer en détail. Donc, voilà, vous saurez tout sur ces moyens sur ces voies métaboliques surtout. Et en période postprandiale, donc après avoir mangé, ces facteurs de conversion ne marchent qu'entre glycémie et millimol, ou bien on peut les utiliser dans d'autres cas. Alors ça, j'en ai aucune idée. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Mais je ne saurais pas te dire, en fait. Je ne sais pas. Je pense que ça doit marcher, mais je ne saurais pas. J'ai pas de réponse vraiment claire à te donner. Je ne sais pas. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Du coup, en période postprandiale, c'est après avoir mangé, après apport alimentaire, on a une augmentation de la glycémie. Donc, pour ne pas être en hyperglycémie permanente, on a une hormone qui vient faire baisser la glycémie, donc une hypoglycémiante qui est l'insuline, et qui, elle, contrairement au glucagon, favorise l'entrée du glucose dans les cellules. Elle permet la dégradation du glucose, c'est-à-dire fournir de l'énergie, c'est la glycolyse. Et c'est aussi une voie de réserve, ce qu'on appelle la glucogénogénèse. C'est la synthèse de glycogène dans le foie et les muscles. Le glucose, l'entrée du glucose se fait donc par voie d'alimentation. Lorsqu'on mange du sucre, on a 30 à 40% de ce sucre absorbé qui est capté par le foie et 60 à 70% qui est disponible pour les autres tissus, c'est-à-dire les organes glucodépendants comme le cerveau. Alors voilà, donc encore une fois, le glucose est hydrosoluble mais ne peut pas traverser librement la membrane lipidique puisque ce n'est pas un lipide. Il a donc besoin de transporteurs et ici, on vous montre en 4 étapes comment se passe ce mécanisme de transport du glucose pour qu'il rentre à l'intérieur d'une cellule. Donc, vous avez le schéma à droite. D'abord, les petites billes rouges, c'est donc le glucose qui se fixe sur la membrane externe du transporteur. Oui, les transporteurs qui s'appellent GLUT. Bon, il faut le savoir, c'est facile à retenir. Ensuite, on a une modification de conformation du transporteur, c'est-à-dire qu'il va changer de forme. S'il était carré, par exemple, il va devenir rectangle, ou s'il était triangle, il va devenir rond. Enfin, c'est un peu exagéré, mais c'est pour vous montrer que vraiment, il va changer de forme. Conformation, c'est forme. Et ensuite, une fois qu'il a été capté et que le transporteur
aura changé de forme. Il va y avoir une migration du glucose sur la face interne de la cellule, c'est-à-dire qu'il va passer la membrane. Et une fois qu'il aura passé la membrane, qui sera sur la face interne de la cellule, il pourra être libéré dans la cellule sans problème. Voilà. Alors, le transporteur majoritaire dans le tissu adipeux et les muscles, c'est le transporteur GLUT4, qui est dépendant et stimulé par l'insuline. C'est-à-dire que quand on a une augmentation de la glycémie, donc quand on est en hyperglycémie, on a aussi une augmentation de l'insuline pour faire baisser cette hyperglycémie. Et comme le transporteur GLUT4 est dépendant et stimulé par l'insuline, on va avoir une augmentation de ces GLUT4 qui va permettre une augmentation de la capture de glucose qui va donc être capté et transporté à l'intérieur des cellules et donc permettre une régulation de la glycémie et de faire baisser la glycémie. En pathologie, il existe des pathologies où le GLUT4 n'est pas performant. C'est par exemple le cas des patients diabétiques ou obèses qui ont une mauvaise réponse des transporteurs à l'augmentation de l'insuline. C'est ce qu'on appelle l'insulinorésistance périphérique. En fait, en conséquence, on a un défaut de capture du glucose par les cellules et donc une hyperglycémie et un défaut de source énergétique. Quand on a une résistance des transporteurs GLUT4, on n'a donc pas de capture de glucose par les cellules et donc un défaut de source énergétique pour les cellules et une hyperglycémie, donc pas de régulation, pas de glucose stocké et par conséquence, on n'a pas de baisse de la glycémie et elle reste haute. C'est pour ça que pour les patients diabétiques et obèses, on injecte de l'insuline en piqûre, puisque eux n'arrivent pas n'arrivent pas à baisser tout seuls leur glycémie. Donc, on les aide à le faire. Donc, on arrive à la fin de ma partie. Donc, je vous ai fait encore un autre QCM. Pareil, mettez les réponses que vous pensez dans le chat. Voilà. Et après, on corrige. Alors, globalement, vous avez trouvé la bonne réponse, hein, c'est la D.
Donc, le fructose et le galactose ne sont pas soumis à une régulation hormonale. Le glucagon favorise l'entrée de glucose dans les cellules en période postprandiale. Non, c'est le rôle de l'insuline. Le glucagon favorise la sortie du glucose des cellules en période postprandiale. Là, c'était le piège sur période postprandiale, c'est à jeun. C'est donc la réponse D qui est la bonne. Le glucagon favorise la sortie du glucose des cellules en période de jeûne. C'est une hormone hypoglycémiante. Attention à ne pas vous emmêler les pinceaux là-dessus aussi. Faites des petits schémas si ça peut vous aider, ou des fiches, des cartes mentales, ce genre de trucs, ça marche bien. Et le transporteur GLUT permet au glucose de passer librement la membrane protéique. Non, pas du tout, c'est la membrane lipidique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je passe on passe à la partie d'Amélie, quoi. Non, ça va? Bon, super, tant mieux. Voilà. À Ok. toi, Amélie. Allez, juste, je vérifie, vous m'entendez bien? Ok, je pense que c'est bon. Alors, du coup, hop, allez, c'est parti. Voilà, alors moi, je vais faire une première partie. Vous avez le sommaire ici, donc les principales voies métaboliques du glucose. Ensuite, on verra le principe de formation de l'ATP en aérobie et anaérobie. Et on reviendra sur la régulation hormonale du métabolisme du glucose. Et puis ensuite, je ferai une dernière partie sur le diabète, un peu les différents types de diabète, en quoi ça consiste. Donc, les principalement métaboliques du glucose, en gros, c'est ce dont Clara vous a parlé tout à l'heure. C'est toutes les voies pour dégrader ou stocker le glucose. On va en voir quatre. On va voir la glycolyse, euh, la glycogénogénèse, la glycogénolyse et la néoglucogénèse. Vous inquiétez pas, ce sera assez rapide. Le prof a été assez, comment dire, c'est vraiment les grandes lignes. Vous n'avez pas à apprendre toutes les formules et tout, donc ça va, faut pas trop s'inquiéter. Donc, la glycolyse, ça correspond à la dégradation du glucose. C'est une voie qui comprend 10 réactions chimiques, 10 étapes. Il y en a 3 qui sont irréversibles, donc c'est-à-dire que sur les 10 réactions chimiques, il y en a 7 qui vont pouvoir aller à la fois dans le sens de la glycolyse et à la fois dans le sens de la néoglucogénèse, donc de la formation du glucose. Et il y en a 3 qui sont irréversibles, donc qui iront seulement dans le sens de la dégradation du glucose, de la glycolyse. On verra après que pour la néoglucogénèse, il faudra contourner ces réactions qui sont irréversibles pour reformer du glucose. La glycolyse se passe dans le cytosol des cellules. À la fin, on va... Vous m'entendez bien, hein, juste? J'ai un doute. Ouais, ok, ça va, parfait, merci. Du coup, oui, la glycolyse se déroule dans le cytosol de toutes les cellules. Et à la fin, on aura 2 pyruvates. Donc, pour un glucose dégradé, on aura 2 pyruvates, 2 ATP et 2 NADH. L'ATP, je pense que vous connaissez, mais c'est l'énergie directe. Et le NADH, on verra que ce sera utilisé dans d'autres voies, notamment la respiration mitochondriale, qu'encore une fois, je vais vous décrire après. Comme l'a dit Clara, la glycolyse va être stimulée par l'insuline en période postprandiale. Donc, encore une fois, en période postprandiale, on a une hyperglycémie. On va vouloir consommer du glucose. Et pour cela, on a une sécrétion d'insuline qui stimule la glycolyse. Et on a une régulation réciproque avec la néoglucogénèse. Donc, comme je vous les ai mis dans le cadre, ça c'est important parce que pour toutes les voies métaboliques, je vais vous parler de la régulation réciproque. C'est-à-dire que quand une voie est activée, son opposé est inhibé. En gros, on a une régulation de 2 voies par la même hormone, mais en sens inverse. Donc ici, en période postprandiale, l'insuline va activer la glycolyse et au contraire, elle va inhiber la néoglucogénèse.
On est en hyperglycémie, on a beaucoup de glucose, on ne veut pas en fabriquer, donc on inhibe la néoglucogénèse. Est-ce que ça va sur la régulation réciproque? Ou est-ce que si vous avez des questions, hein, vous n'hésitez pas dans le chat, je regarde. Le pyruvate, en gros, c'est un produit de dégradation du glucose. Je serais incapable de donner la formule. C'est vraiment un intermédiaire des voies métaboliques parce que c'est un produit qu'on ne va pas utiliser. Enfin, comment dire? C'est pas un produit qu'on va utiliser tel quel. Le pyruvate, il va ensuite être encore redégradé pour donner de l'énergie. Et en fait, je te le montre juste après. Je crois que c'est la diapo d'après. Du coup, si c'est bon, hop, justement, le devenir du pyruvate, il y a deux possibilités, qu'on soit en anaérobie ou en aérobie. Je ne sais pas si vous connaissez anaérobie, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'oxygène dans la cellule. Aérobie, on a présence d'oxygène. Si on n'a pas d'oxygène, c'est le cas par exemple dans les cellules musculaires lorsqu'on fait un effort intense, un effort physique, on ne va pas avoir d'oxygène et à ce moment-là, le pyruvate va être transformé en lactate grâce à l'action de la lactate déshydrogénase. Sinon, en condition d'aérobie, donc en présence d'oxygène, le pyruvate va être transformé en acétyl-CoA en rentrant dans la mitochondrie. Là, on ne sera plus dans le cytosol, on rentre directement dans la mitochondrie, là où on aura l'oxygène. Et ensuite, cet acétyl-CoA va intégrer le cycle de Krebs. À l'issue du cycle de Krebs, on aura des coenzymes réduits comme NADH, on aura aussi le FADH2. Le NADH, je vous rappelle, on l'a aussi dans la glycolyse, c'est un des produits. Et donc, tous ces coenzymes réduits vont être utilisés dans la chaîne respiratoire mitochondriale, mais ne vous inquiétez pas, on le reprend juste après, je vous explique tout ça. Oui, c'est ça, c'est la fermentation lactique, la transformation du pyruvate en lactate, c'est ça. Du coup, ça, c'était Maintenant, on a la glycogénose, c'est le stockage du glucose sous forme de glycogène. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, le glycogène, c'est un polymère de glucose, plusieurs molécules de glucose qui vont être stockées ensemble. Cette fois, on a 5 réactions chimiques. Donc, la glycolyse, il y en avait 10. Ici, il y en a 5. La glycogénogénèse se déroule également dans le cytosol des cellules. Et on va principalement trouver cette glycogénogénèse dans les cellules hépatiques et musculaires. Les stocks de glycogène, on va les trouver pratiquement uniquement dans les cellules du foie et les cellules des muscles. C'est une étape qui consomme de l'énergie. On a vu que la glycolyse en libérait. Ici, on va en consommer pour ajouter un glucose au polymère, au glycogène. On va consommer d'ATP, donc c'est assez énergivore. Ça va être stimulé par l'insuline en période postprandiale. Toujours la même chose, on a beaucoup de glucose dans le sang, on veut diminuer la glycémie, donc on va le stocker dans les cellules. C'est pour ça que l'insuline va stimuler la glycogénogénèse. Et on a une régulation réciproque avec la glycogénolyse, qui est la dégradation du glycogène. C'est logique, on ne va pas fabriquer et dégrader le glycogène en même temps. Donc, si l'insuline active la glycogénogénèse, elle va inhiber la glycogénolyse. Ensuite, du coup, on a la glycogénolyse, la libération de glucose, la dégradation du glycogène. Ici, on a uniquement 2 réactions qui vont donner du glucose 6-phosphate. Donc là, il faut faire attention, on peut vous faire le piège, on peut vous dire la glycogénolyse libère du glucose. C'est faux, c'est pas tout le temps le cas. C'est vrai au niveau hépatique, je vais vous l'expliquer juste après, mais d'une manière générale, la glycogénolyse va donner du glucose 6-phosphate. Encore une fois, ça se déroule dans le cytosol. Et donc, comme je vous l'ai dit, dans le RE, donc dans le réticulum endoplasmique, c'est un compartiment de la cellule des hépatocytes, le glucose 6-phosphate, grâce à une étape de plus, va être transformé en glucose. Mais ça, c'est propre aux cellules hépatiques. C'est une voie métabolique qui ne consomme pas d'ATP et qui va donc donner du glucose ou du glucose 6-phosphate. Elle est stimulée cette fois par le glucagon en période de jeûne. Encore une fois, c'est toute une logique. On est en période de jeûne, la glycémie est faible, on a besoin de glucose, on va dégrader les stocks de glucose qui sont le glycogène. Et ici, on a donc une régulation réciproque avec la glycogénogénèse, comme je vous l'ai dit juste avant. Il existe 2 types de glycogénolyse, la glycogénolyse hépatique et la glycogénolyse musculaire. Je vous rappelle que les stocks de glycogène, juste avant, je vous ai dit que c'était principalement dans les cellules hépatiques et musculaires. Du coup, la glycogénolyse hépatique va permettre la libération directe de glucose. Je vous ai dit, donc il y a une étape en plus qui permet d'avoir directement du glucose et pas du glucose 6-phosphate.
Ce glucose libéré va être libéré dans le sang, pardon. Et au niveau du foie, on a une réserve glucidique sous forme de glycogène d'environ 100 grammes. Ça va permettre un apport rapide de glucose aux organes et aux cellules glucodépendants. Donc, ça va être notamment le cerveau, ça va être aussi les hématies, donc les globules rouges. Ça va permettre de tenir un jeûne d'environ 20 heures. Pourquoi 20 heures? En fait, donc je vous ai dit, il y a 100 grammes de réserve. Les besoins journaliers du cerveau, c'est environ 120 grammes de glucose et les besoins journaliers des hématies, des globules rouges, c'est 40 grammes de glucose. Donc, si on a un jeûne de 24 heures, il nous faudrait 160 grammes de glucose. Ici, on n'en a que 100. Donc, c'est pour ça qu'on tient un peu moins de 24 heures. En revanche, si le jeûne se prolonge, on aura utilisé nos réserves et il faudra trouver d'autres sources autres que l'alimentation et autres que les réserves pour se fournir en glucose. Et c'est à ce moment-là qu'interviendra la néoglucogénèse que je vais vous décrire juste après. Voilà pour la glycogénolyse hépatique et on a la glycogénolyse musculaire. Donc, cette fois, c'est une réserve glucidique plus importante, de 400 grammes, mais on n'aura pas de glucose directement parce que dans les cellules musculaires, on n'a pas l'enzyme qui est la glucose 6-phosphatase qui permet de passer du glucose 6-phosphate au glucose. Donc là, la dégradation du glycogène va donner du glucose 6-phosphate qui va être utilisé au niveau des muscles pour la glycolyse. Là, on ne vous met pas toutes les étapes de la glycolyse, mais en gros, juste pour information, pour vous expliquer bien, la première étape de la glycolyse, c'est on passe du glucose au glucose 6-phosphate. C'est la dégradation du glucose en glucose 6-phosphate. Donc même si ici on n'a pas directement du glucose, le glucose 6-phosphate peut être utilisé dans la glycolyse et donc va être utilisé pour fournir de l'énergie. La seule différence avec la glycogénolyse hépatique, c'est que ce sera une utilisation locale. On ne peut pas libérer du glucose 6-phosphate dans le sang, donc ce sera utilisé par les muscles pour leur propre glycolyse. Et enfin, la dernière voie métabolique, ça va être la néoglucogénèse, donc une production de glucose à partir de précurseurs non glucidiques. Donc, je vous rappelle, je vous l'ai dit juste avant, c'est pour assurer les besoins journaliers en cas de jeûne prolongé pour les organes glucodépendants. Donc, ça va se dérouler, encore une fois, comme toutes les voies métaboliques qu'on a vues, dans le cytosol, mais aussi dans les mitochondries au niveau du foie, mais c'est plus rare, c'est vraiment principalement au niveau du cytosol. Ce n'est pas l'exact inverse de la glycolyse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la glycolyse, il y a 10 étapes, mais 3 qui sont irréversibles. Donc du coup, on ne peut pas prendre le pyruvate et remonter au glucose en faisant l'inverse. On va avoir ça se rappelle 3 shunts, 3 réactions ou enchaînements de réactions pour contourner les 3 réactions irréversibles de la glycolyse. On va prendre 2 pyruvates pour donner une molécule de glucose. Ça, c'est assez logique. Tout à l'heure, on a vu qu'un glucose donnait 2 pyruvates. Ben là, c'est l'inverse. Et encore une fois, c'est une voie qui est très énergivore puisqu'on a consommation de 6 ATP pour former un seul glucose. C'est une voie qui est stimulée par le glucagon en situation de jeûne. Je ne l'ai pas marqué ici, mais bien sûr, il y a une régulation réciproque avec la glycolyse. Le glucagon va activer la néoglucogénèse et va inhiber la glycolyse, à l'inverse de l'insuline. Donc, c'est une production de glucose à partir des précurseurs non glucidiques. Comme ces précurseurs, ce sont à 50% acides aminés glucoformateurs, on va dégrader les protéines pour obtenir des acides aminés particuliers. Donc ici, on ne vous précise pas lesquels, vous pouvez juste pousser des acides aminés glucoformateurs. On va avoir 40% de lactate, surtout au niveau des globules rouges. Dans les globules rouges, on n'a pas de mitochondries, donc ça va être uniquement en condition anaérobie, c'est pour ça qu'on a du lactate. Et on a 10% de glycérol, donc au niveau de la dégradation des acides gras dans le tissu adipeux. Tous ces précurseurs vont donner des intermédiaires métaboliques de la glycolyse. Les acides aminés glucoformateurs et le lactate vont donner du pyruvate, donc qui est le produit de dégradation de la glycolyse. Donc à partir du pyruvate, on va remonter jusqu'au glucose. Et le glycérol va donner un autre composé de la glycolyse. On ne vous précise pas encore lequel c'est. Vous retenez juste que ce n'est pas du pyruvate, c'en est un autre. Donc là, à la fin, je vous ai mis juste un résumé. On a des précurseurs qui vont donner un
la glycolyse et grâce à de nombreuses réactions, on va obtenir du glucose. Donc ça, c'est la néoglucogénèse. Là, je vous ai mis un petit résumé. Ça, c'est un schéma du cours. Tous les schémas que je vous ai mis, pratiquement, c'est des schémas du cours. Donc, vous avez voilà, le résumé. En période postprandiale, on a beaucoup de glucose dans le sang. On va avoir la glycolyse et la glycogénogénèse stimulées par l'insuline, alors qu'en période de jeûne, on a une hypoglycémie. Et donc, on aura la néoglucogénèse et la glycogénolyse qui va être stimulée par le glucagon. Voilà, alors je vais juste regarder le chat, voir si vous avez des questions. Sinon, pareil, après, j'ai des QCM, si vous n'avez pas de questions. Ok, ça a l'air d'être bon. Du coup, allez, donc on fait le QCM. Voilà, bah pareil, c'est un peu... on corrige une fois que vous avez répondu sur le chat. Ouais, alors, je réexplique juste la régulation réciproque. Je vais juste essayer de voir... parce que moi, j'ai peur que ça me passe et qu'on voit les réponses. Du coup, est-ce que je peux pas faire comme ça? Voilà. La- Et du coup, la régulation réciproque, en gros, tu as deux voies métaboliques qui vont être opposées, comme par exemple la glycolyse et la néoglucogénèse. Donc, glycolyse, dégradation du glucose, néoglucogénèse, formation de glucose, deux voies qui sont opposées, mais qui vont être régulées par la même enzyme de manière opposée. La glycolyse et la néoglucogénèse sont toutes les deux régulées par l'insuline, mais en sens inverse. L'insuline va activer la glycolyse et va inhiber la néoglucogénèse. Et inversement, le glucagon va activer la néoglucogénèse alors qu'il inhibe la glycolyse. Mais en gros, c'est une même enzyme qui va avoir une action opposée sur deux voies métaboliques. Je ne sais pas si c'est plus clair. Hop. Euh, voilà, ok, ça va. Nickel. Du coup, vous avez répondu, on va corriger si j'arrive à... Voilà, donc c'était ça, vous avez bien répondu. C'était assez clair. Donc l'insuline entraîne une régulation réciproque de la glycolyse de la néoglucogénèse. Elle active la néoglucogénèse, inhibe la glycolyse, ben, c'est l'inverse. Faire attention souvent à ça, ils aiment bien inverser ou dans les QCM ou même des fois entre parenthèses. Des fois, il y a des petites précisions entre parenthèses. Ça peut être inversé, donc il faut faire attention à bien tout lire. La glycogénèse a lieu principalement dans le tissu adipeux, c'est le foie et les muscles, ça vous l'avez bien compris. La glycogénèse hépatique libère du glucose dans le sang. Oui, la glycogénolyse musculaire, elle libère du glucose 6-phosphate. La réserve musculaire en glycogène est de 100 grammes, faux, c'est 400 grammes. Je rappelle que pour le foie, c'est 100 grammes. Et la néoglucogénèse contient beaucoup d'énergie. Tout à fait, pour un glucose de formé, on aura 6 ATP de consommé. Ok, du coup, ça c'est bon. On va passer à la suite. Hop. Ça va être les principes de formation de l'ATP en aérobie anaérobie. Là, encore une fois, c'est une partie assez importante. On va parler du cycle de Krebs. Là, ça va, il est pas trop détaillé, donc ça va. Et il y a aussi la respiration, la chaîne de respiration mitochondriale. Là, il y a un peu plus de détails, mais je vais essayer de vous expliquer ça tout bien. Et puis, si vous avez des questions, encore une fois, vous n'hésitez pas. Donc, le cycle de Krebs, là, j'ai fait ce petit schéma pour qu'on se resitue. On a eu la glycolyse dans le cytosol qui a donné du pyruvate.
je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le devenir du pyruvate, il va rentrer dans la mitochondrie et être transformé en acétyl-CoA. L'acétyl-CoA va intégrer le cycle de Krebs et les produits du cycle de Krebs vont servir à la chaîne respiratoire mitochondriale pour former de l'énergie, donc de l'ATP. À partir de maintenant, on est en condition aérobie, donc en présence d'oxygène dans la mitochondrie. Tout à l'heure, la glycolyse, c'était en condition anaérobie. On n'a pas besoin d'oxygène pour faire de la glycolyse. C'est pour ça qu'on peut faire de la glycolyse dans toutes les cellules. Donc, le cycle de Krebs se déroule, on va dire, dans la matrice mitochondriale. Je ne sais pas trop si vous connaissez la mitochondrie, donc vite fait un petit rappel. La mitochondrie, on a deux membranes. On a une membrane externe qui est en contact avec le cytosol et une membrane interne. Entre la membrane externe et la membrane interne, on a l'espace intermembranaire. Donc, au niveau du nom, ça va, espace intermembranaire entre les deux membranes. Et à l'intérieur de la membrane interne, on a la matrice mitochondriale. C'est là donc où on va trouver le cycle de Krebs. Le but du cycle de Krebs, c'est de produire de l'énergie sous forme d'ATP et du pouvoir réducteur. Donc, ça va être sous forme de NADH et de FADH2, pouvoir réducteur qui va être utilisé dans la chaîne respiratoire mitochondriale. Le substrat du cycle de Krebs, attention, c'est l'acétyl-CoA, ce n'est pas le pyruvate. Le pyruvate va servir à former de l'acétyl-CoA, mais ce n'est pas directement le substrat du cycle de Krebs, et c'est bien l'acétyl-CoA. Le bilan de ces réactions, pour un acétyl-CoA utilisé, on va avoir une molécule d'ATP, 3 NADH et 2 FADH2. Donc en termes de production d'énergie directe sous forme d'ATP, c'est pas énorme, on n'a qu'un seul ATP, en comparaison on en avait 2 pour la glycolyse. Donc ça va plutôt servir à fournir du pouvoir réducteur, donc avec les 3 NADH et les 2 FADH2. Donc ça, ce sont des coenzymes réduits, on appelle ça. Ces produits, donc le NADH et le FADH2, vont être utilisés dans la chaîne respiratoire mitochondriale en présence d'oxygène, toujours en aérobie, pour produire de l'énergie. Voilà pour le cycle de Krebs, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc c'est vraiment les grandes lignes. Et maintenant, la chaîne respiratoire, elle a lieu dans la membrane interne de la mitochondrie, donc dans la deuxième membrane. En gros, ça se situe dans la membrane interne de la mitochondrie parce qu'il va y avoir des échanges entre la matrice mitochondriale et l'espace intermembranaire grâce à cette chaîne respiratoire. Et donc, pour qu'il puisse y avoir des échanges entre ces deux espaces, il faut qu'elle soit située dans la membrane interne. Ne vous inquiétez pas, il y a un schéma dans 2 diapos, vous visualiserez un peu mieux. Dans cette chaîne respiratoire, on trouve 4 complexes enzymatiques et on aura des transporteurs de protons et d'électrons. On aura des échanges de protons, des échanges d'électrons. Je vous explique encore une fois ça avec le schéma. Les substrats, ça va être les coenzymes réduits, NADH et FADH2, et l'oxygène, très important. On ne peut pas avoir de chaîne respiratoire sans l'oxygène, ce qui est assez logique. À la fin de cette respiration mitochondriale, on aura 3 ATP produits pour chaque NADH consommé et 2 ATP produits pour chaque FADH2 consommé. Et en gros, cette chaîne respiratoire, on peut la résumer en 5 grandes étapes. Donc, ça va être les étapes suivantes. On a une oxydation des coenzymes réduits. Donc, on aura du NADH qui va donner du NAD, du FADH2 qui va donner du FAD. On aura des électrons qui vont être transférés de complexe en complexe le long de la chaîne. Encore une fois, pareil, il y a le schéma juste après, on reprendra ça plus précisément. Là, je vous donne juste la théorie, en gros, les 5 étapes à savoir, et ensuite, je vous explique bien comment ça marche. On aura création d'un gradient de protons entre la matrice mitochondriale et l'espace intermembranaire. On aura plus de protons dans l'espace intermembranaire que la matrice mitochondriale. Formation d'eau grâce à une réaction avec l'oxygène, c'est ici que l'oxygène va intervenir. Et activation de l'ATP synthase pour produire ici 12 ATP. Donc, là, vous avez le complexe 1. Alors, je ne sais pas si vous voyez la souris, mais au pire, vous suivez. Le complexe 1 qui est en rouge-rose, où on a donc une réduction du NADH en NAD qui va engendrer le transfert de protons indiqué par la flèche rouge. Vous voyez, il y a marqué 4H+, en dessus. H+, c'est les protons qui vont passer de la matrice mitochondriale à l'espace intermembranaire.
Donc ça, c'est le complexe 1. Cette réduction va entraîner un transfert d'électrons qui va atteindre le complexe 2 et qui va entraîner la réduction du FADH2 en FAD. Les électrons vont ensuite être transférés à l'ubiquinone. L'ubiquinone qui à la base, c'est le U vert, qui à la base est hydrogéné. On a ce transfert d'électrons sur l'ubiquinone qui va les transférer lui-même au complexe 3. Et on va avoir une déshydrogénisation de l'ubiquinone qui va entraîner un transfert de protons, encore une fois, de la matrice vers l'espace intermembranaire. Et donc, il va accentuer le gradient de protons. Les électrons sont sur le complexe 3. Ils vont être transférés au cytochrome C, en bleu, qui va lui-même les transférer au complexe 4. Une fois qu'on est au complexe 4, les électrons vont être utilisés pour une réaction avec l'oxygène, comme on voit là, pour former de l'eau. Cette réaction va encore une fois entraîner un transfert de protons de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire et encore une fois, on accentue le gradient de protons entre la matrice et l'espace intermembranaire. Ce gradient de protons qui est devenu plus important va permettre d'activer l'ATP synthèse. C'est une enzyme qui permet de fournir de l'ATP à partir de l'ADP et du PI. L'ADP, c'est l'adénosine diphosphate et l'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. C'est juste pour préciser. Voilà. Donc, grâce à ce gradient de protons formé tout au long de la chaîne respiratoire, on a activation de l'ATP synthèse et donc production d'ATP. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est assez clair ou est-ce que vous voulez que je réexplique une fois? Ok, je pense que ça doit être bon du coup. Ok, ça va. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je peux y revenir. Mais c'est vrai que ce schéma est assez bien. C'est un schéma du cours, donc voilà. Ok. Du coup, là, on fait un petit bilan de la quantité d'ATP formée en conditions aérobies, donc en présence d'oxygène. Donc, ça fait glycolyse plus cycle de Krebs plus respiration mitochondriale. Donc, avec la glycolyse, un glucose est transformé en 2 pyruvates et 2 ATP et 2 NADH. Ensuite, ces 2 pyruvates vont être transformés en 2 acétyl-CoA et 2 NADH. Le NADH, c'est un produit de la transformation du pyruvate en acétyl-CoA. Je ne l'ai pas mentionné précédemment, mais il faut savoir qu'il y est c'est important pour avoir le bilan ensuite du nombre d'ATP de NADH total. Les 2 acétyl-CoA vont intégrer le cycle de Krebs dans la mitochondrie. Avec le cycle de Krebs, on aura 2 ATP puisqu'on a 2 acétyl-CoA, donc 2 ATP, 6 NADH et 2 FADH de produits. Donc, après le cycle de Krebs, si on fait le bilan, on a 4 ATP, 10 NADH et 2 FADH2. Les coenzymes réduits vont ensuite intégrer la chaîne respiratoire mitochondriale. Les 10 NADH seront transformés en 30 ATP et les 2 FADH2 seront transformés en 4 ATP. Donc, ce qui nous fait un total de 38 ATP formés grâce à la dégradation du glucose total en conditions d'aérobie, donc en présence d'oxygène. En absence d'oxygène, en anaérobie, le bilan, on a la glycose, 2 pyruvates, 2 ATP, 2 NADH, 2 NADH. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 2 pyruvates vont être transformés en 2 lactates par la lactate déshydrogénase. Et cette réaction va consommer 2 NADH. Donc les 2 NADH produits lors de la glycolyse vont être consommés pour transformer le pyruvate en lactate. Et du coup, on a uniquement 2 ATP formés en condition d'anaérobie. Voilà. Ok, donc on a fini cette partie sur la production d'énergie en aérobie, anaérobie. Pareil, un petit QCM sur les deux, le cycle de Krebs et la respiration mitochondriale. Je vous laisse le temps d'y répondre dans le chat et puis après, on corrige, comme tout à l'heure.
Du coup, je viens juste de voir que Maïsen t'avait demandé si on pouvait remettre les deux bilans. Du coup, je les remets juste après. Du coup, il y a une question dessus, donc je vais pas les remettre maintenant. Mais une fois qu'on a corrigé, pas de souci, je les remets si tu veux prendre en photo, quoi. Du coup, vous avez répondu. Dans l'ensemble, c'est tout bon. Hop, je regarde juste ça. Voilà. Allez, du coup, on corrige. Voilà, donc bien la réponse AD. Donc, le cycle de Krebs se déroule dans la matrice mitochondriale, oui. La chaîne elle est dans la membrane interne. Le substrat du cycle de Krebs, c'est le pyruvate, c'est faux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'acétyl-CoA. La chaîne respiratoire se déroule dans la matrice mitochondriale dans la membrane interne. La chaîne respiratoire mitochondriale active l'ATP synthèse grâce à un gradient de proton, oui. Encore une fois, il y a plus de protons dans l'espace intermembranaire que dans la matrice. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un gradient, c'est qu'il n'y a pas le même nombre de part et d'autre de la membrane. Et le bilan de production d'énergie en aérobie est de 2 ATP. Faux, c'est 38 ATP. 2 ATP, c'est en cas de anaérobie. Du coup, je vais juste remettre les deux bilans. Alors, tac. Donc là, on a les bilans en anaérobie, pardon, en présence d'oxygène. Donc 38 ATP. Tu me dis quand c'est bon, MySense, quand je peux changer. Ou si tu as des questions dessus ou quoi. Ok. Alors, hop. Et du coup, je mets juste le deuxième si tu veux le prendre en photo aussi. C'est plus simple. Ok, parfait. Donc du coup, les QCM, c'est bon, si vous n'avez pas de questions. Donc on revient sur la régulation hormonale du métabolisme glucidique. Donc c'est une partie assez courte, on va juste revoir un peu l'insuline et le glucagon. On en a déjà parlé tout à l'heure, donc ça ne devrait pas être trop long. L'insuline, donc c'est une hormone, les deux sont des hormones peptidiques. C'est pas très important, mais c'est marqué dans le cours, donc on pourrait éventuellement faire le piège, c'est une hormone lipidique, mais du coup, voilà, savoir que c'est une hormone peptidique. Hypoglycémiante, donc c'est-à-dire que sécrétée en période postprandiale, donc on a mangé, la glycémie augmente, on a une hyperglycémie, on souhaite la faire baisser, c'est pour ça que c'est une hormone hypoglycémiante. Elle va avoir pour effet de faire baisser la glycémie. L'insuline est associée à l'anabolisme du glycogène. L'anabolisme, en gros, c'est la création, la formation de glycogène. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'insuline va stimuler la glycogénogénèse, la formation de glycogène. L'insuline, elle est sécrétée par les cellules bêta des îlots de Langerhans au niveau du pancréas. En gros, au niveau du pancréas, il y a des petits îlots qui vont sécréter des hormones. Il y a deux types de cellules, les cellules bêta et les cellules alpha. L'insuline, elle est sécrétée par les cellules bêta. C'est une hormone hydrophile, comme on vous l'a déjà dit tout à l'heure. Donc, elle va être transportée librement dans le sang. L'insuline a pour cible principale les cellules hépatiques au niveau du foie, les cellules musculaires et les cellules adipeuses au niveau du tissu graisseux. Elle va avoir pour effet d'activer la consommation de glucose via GLUT4, comme vous l'avez vu tout à l'heure. On va inciter entre guillemets les cellules à consommer du glucose et on va augmenter le nombre de récepteurs GLUT4 à la surface des cellules. Elle va activer la glycolyse pour dégrader le glucose et elle va activer la glycogénogénèse pour le stocker. Tout ça a pour but de faire baisser la glycémie. À l'inverse, elle inhibe la néoglucogénèse et la glycogénolyse, ce qui est logique, on l'a vu tout à l'heure. Et c'est la seule hormone hypoglycémante qui va être sécrétée en période postprandiale. Voilà, retenez que c'est la seule hormone hypoglycémiante. Voilà pour l'insuline. Au niveau du glucagon, c'est une hormone peptidique qui va être cette fois hyperglycémiante. Elle va avoir pour but de faire augmenter la glycémie en période de jeûne. Il est associé au catabolisme du glycogène. Pardon. On va dégrader le glycogène pour obtenir du glucose. Catabolisme, c'est la dégradation. Le glucagon est sécrété par les cellules alpha des îlots de Langerhans du pancréas. C'est aussi une hormone hydrophile qui se déplace librement dans le sang. Cette fois, les principales cellules cibles sont les cellules hépatiques,
parce que le glycogène est au niveau des cellules hépatiques, aussi au niveau musculaire, mais principalement au niveau hépatique. Et puis surtout, la néoglucogénèse se fait pratiquement uniquement au niveau des cellules hépatiques. Donc, on va activer la néoglucogénèse et la glycogénolyse. On va inhiber la glycolyse et la glycogénogénèse. Encore une fois, c'est l'inverse de l'insuline. En revanche, contrairement à l'insuline, on a d'autres hormones hyperglycémiantes qui sont sécrétées en période de jeûne. On peut avoir le cortisol et des catécholamines. Les catécholamines, c'est tout ce qui est adrénaline, noradrénaline. C'est tout pour cette partie. Du coup, j'ai un QCM dessus si vous n'avez pas de questions. C'était vraiment très court parce qu'on en a déjà parlé avant. Du coup, encore une fois, je vous laisse le faire et puis on corrige juste après. Ah oui, alors je viens de me rendre compte d'un truc, c'est pas grave. La question A, j'ai oublié de vous le dire, donc c'est pas grave si vous ne savez pas répondre. J'ai oublié de vous le dire, je vous le précise juste à la corrige. Je vous le dis maintenant, au pire. En gros, l'insuline, c'est juste une exception, on va dire. Elle est sécrétée du coup au niveau des cellules bêta, mais elle va être sécrétée non pas comme ici dans le QCM sous forme active, mais sous forme inactive. Ça s'appelle la proinsuline. Donc les cellules bêta sécrètent la proinsuline qui est inactive et ensuite elle sera clivée en insuline et en peptide C et c'est à ce moment-là qu'elle deviendra active. Donc j'avais oublié de vous le dire, désolé. Donc la A est fausse, c'est sous forme inactive, sous forme de proinsuline. Du coup, alors, ok. Donc, je vais corriger du coup. C'était bien la réponse B uniquement. Donc, la réponse H, donc je viens de vous l'expliquer. Si jamais vous n'avez pas compris ou pas entendu ou quoi, je répète, il n'y a pas de souci. Donc, B, l'insuline et le glucagon sont des hormones hydrophiles. Oui, on l'a vu. Le glucagon agit principalement sur les cellules adipeuses. Non, c'est sur les cellules musculaires. C'est l'insuline qui va plutôt agir sur les cellules adipeuses. L'insuline inhibe la néoglucogénèse et la glycolyse. Alors non, elle inhibe bien la néoglucogénèse, mais la glycolyse, elle va l'activer. C'est un petit piège, il faut bien être... L'insuline inhibe la néoglucogénèse et la glycogénolyse, et elle active la glycolyse et la glycogénogénèse. C'est un petit piège sur les deux. Et le glucagon est une hormone hyperglycémiante comme le cortisol, les catécholamines et l'insuline. Pareil, il faut bien lire toute la liste. Le glucagon est une hormone hyperglycémiante, oui, comme le cortisol et les catécholamines, oui, mais pas comme l'insuline qui est hypoglycémiante. Du coup, voilà, c'était juste ça. Du coup, est-ce que c'est bon pour la forme active et inactive de l'insuline? Ok. Du coup, je fais juste. Voilà, on va passer du coup à la dernière partie sur le diabète. Donc, on a une partie sur le fait savoir faire la différence entre un prédiabète et un diabète, et ensuite sur la physiopathologie du diabète. Euh, donc, dans son cours, voilà, prédiabète, diabète. Dans son cours, le prof a commencé par quelques précisions sur l'origine du diabète, tout ça, donc c'est pas ultra intéressant, mais vu que c'est dans le cours, il faut l'apprendre.
Donc, le mot diabète, il dit d'abord qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs diabètes. Alors, attends. Du coup, le glucagon est sécrété sous forme active ou pas? Ouais, le glucagon, il est directement sécrété sous forme active. C'est juste l'insuline qui est une exception. Voilà. Qui est d'abord sécrétée sous forme de proinsuline et ensuite elle est clivée et elle devient active. Voilà. Du coup, oui, le diabète. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas un diabète, mais plusieurs diabètes. Le mot vient du latin diabaino, qui signifie passer au travers. Donc, à l'Antiquité, les médecins s'étaient rendus compte que certains patients, comment dire, en gros, urinaient quasi immédiatement toute l'eau qu'ils venaient de boire. Donc, c'est ce qu'ils appelaient le diabète. Et petite partie assez sympathique, les médecins apparemment goûtaient les urines. Et par rapport au goût sucré ou pas, ils identifiaient deux types de diabète. Le diabète insipide qui n'avait pas de goût sucré et le diabète sucré. Bref, aujourd'hui, on sait que le diabète insipide, c'est pas vraiment un vrai diabète, c'est dû à un défaut d'hormones antidiurétiques. Antidiurétique, c'est-à-dire qu'il va comment dire, retenir les urines. Donc, si on n'a pas cette hormone, c'est pour ça qu'ils urinaient directement tout ce qu'ils buvaient. Alors que le diabète sucré c'était vraiment un vrai diabète, comme on l'appelle aujourd'hui, qui était dû à une hyperglycémie. Ça, c'était à l'Antiquité. Et en 1922, le docteur Frédéric Banting découvre l'insuline. Et donc, grâce à cette découverte, on distingue ensuite les diabètes insulinodépendants, donc qui vont être corrigés par l'injection d'insuline, et les diabètes non insulinodépendants qui ne vont pas être corrigés par une injection d'insuline. Voilà un peu pour l'histoire du diabète. Du coup, faire la différence entre un diabète et un prédiabète. Le prédiabète, c'est un état d'hyperglycémie. On va être au-dessus des valeurs normales. Donc, juste un petit rappel de tout à l'heure, les valeurs normales de la glycémie, c'est entre 3,90 et 6,10 millimoles par litre ou 0,7 et 1,10 grammes par litre. C'est vraiment très important de savoir ces valeurs. Je vais vous en donner d'autres. Je vais vous donner les valeurs du prédiabète et du diabète. Il faut les savoir. On peut vous faire des pièges sur les valeurs, sur plus. Enfin, voilà. À la fin de cette partie sur le prédiabète et le diabète, il y a un tableau récapitulatif du cours où il y a toutes les glycémies normales et anormales. Donc là, je vous les donne à l'oral et après, ce sera marqué, ce sera un peu plus clair. Du coup, le prédiabète, c'est un état d'hyperglycémie. On est au-dessus du seuil normal de la glycémie, mais c'est une hyperglycémie, on va dire, modérée. C'est-à-dire qu'on reste en dessous du seuil de diagnostic du diabète. Donc, il y a deux examens pour diagnostiquer ce prédiabète. La glycémie à jeun, on va prendre à 2 reprises une glycémie le matin à jeun, ou l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est l'hyperglycémie provoquée par voie orale. En gros, c'est en laboratoire, le patient arrive à jeun, on va lui donner une certaine dose de glucose, en général c'est 75 grammes de glucose, mais on s'en fiche, c'est pas précisé. Donc 75 grammes de glucose, et on va mesurer son insulinémie, donc la quantité d'insuline et la glycémie à jeun, et 2 heures après la prise du glucose. Et en gros, ce qu'on va chercher, c'est que dans une situation normale, on a après la prise de glucose, on a une augmentation modérée de la glycémie. Donc, on a une glycémie qui augmente, mais pas non plus à 7 grammes par litre. Donc, on a une augmentation modérée et on va avoir un pic d'insuline assez précoce, donc assez rapidement après l'hyperglycémie. Ici, dans cet examen, on va chercher si il n'y a pas de pic d'insuline, si on a un pic qui arrive trop tard ou si la glycémie augmente trop. À ce moment-là, on saura il y a une anomalie et on pourra parler de prédiabète si la valeur de la glycémie est comprise entre 6,10 et 7 millimoles par litre ou 1,10 et 1,26 grammes par litre. À ce moment-là, on parlera de prédiabète. Si on dépasse ces valeurs, on sera au stade de diabète.
Donc voilà pour le prédiabète. Je ne vous inquiétez pas pour les valeurs, hein, je vous le remets après dans le tableau. Contrairement au prédiabète, le diabète sucré, c'est un état d'hyperglycémie chronique. Donc chronique, ça veut dire que c'est constant dans le temps. Ce n'est pas ponctuel, une hyperglycémie, ensuite on revient à la normale. C'est vraiment tout le temps en hyperglycémie. Et ça va causer un défaut de sécrétion ou d'action de l'insuline. Donc soit l'insuline va plus ou pratiquement plus être sécrétée par les cellules bêta, ou alors les cellules cibles ne vont plus réagir à la stimulation d'insuline. Le diagnostic du diabète est généralement associé à l'apparition de la microangiopathie diabétique, ce qu'on appelle aussi la rétinopathie, c'est un des symptômes du diabète. C'est en gros une atteinte des petits vaisseaux sanguins au niveau de l'œil. Voilà, il a donné un symptôme comme ça qui sort de nulle part, il faut le savoir. C'est un des symptômes qui permet de diagnostiquer le diabète. Voilà, donc ça c'est le tableau dont je vous parlais. Donc, il y a la glycémie normale avec les 2 unités. Ensuite, les valeurs en cas de prédiabète, quand on prend la glycémie à jeun ou quand on fait l'HGPO, donc l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Et les valeurs de diabète, quand on est au stade du diabète, quand on prend la glycémie à jeun ou quand on fait, par exemple, une hyperglycémie provoquée par voie orale. Donc moi, c'est un peu fastidieux à apprendre, c'est un peu pas très sympa, mais apprenez-le par cœur parce qu'on peut facilement vous piéger sur les valeurs. Est-ce que c'est du diabète, du prédiabète? Est-ce que c'est en millimol ou en grammes par litre? On pourrait inverser les valeurs entre les 2 unités. Donc vraiment, apprenez-le par cœur et puis comme ça, au moins, on ne peut pas vous piéger. Voilà. Et on passe à la dernière partie. On a bientôt fini. La physiopathologie du diabète. Donc, je pense que vous le savez, il y a 2 types de diabète. Je regarde juste le message. Le diabète sucré, c'est diabète type 1, c'est type 2, c'est différent. Le diabète sucré, en gros, ça comprend les 2 types de diabète. Le diabète sucré, c'est juste le diabète en général, et ça comprend le type 1 et le type 2. Voilà, ok. Du coup, en parlant de diabète, donc le diabète de type 1, c'est un processus auto-immun, c'est une maladie auto-immune, donc ça veut dire qu'il y a des anticorps dans le sang, nos propres anticorps, qui vont être dirigés contre les cellules de notre organisme. Ici, ça va être contre les cellules du pancréas, notamment des îlots de Langerhans. Et donc, au début, c'est une maladie qui met du temps à se déclarer, et au début, il n'y a pas de symptômes. C'est-à-dire qu'on a destruction de nos cellules du pancréas, mais il n'y a pas de symptômes, on ne s'en rend pas compte. Ensuite, on arrive sur une phase de prédiabète, où on a une glycémie qui commence à augmenter, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a une destruction progressive des cellules bêta. Et c'est une phase qui peut durer entre 5 et 10 ans, mais encore une fois, très difficile à diagnostiquer. L'hyperglycémie n'est pas forcément évidente. Et puis, lorsque la destruction continue et qu'on n'a plus que 10-20% des cellules fonctionnelles au niveau des cellules bêta fonctionnelles, là, on a une symptomatologie clinique, donc on a apparition des symptômes qui va être associée à une carence absolue en insuline, c'est-à-dire qu'il y a tellement de cellules bêta qui ont été détruites qu'on ne va plus avoir de production d'insuline. Et c'est à ce moment-là qu'on a les symptômes. Les patients qui sont touchés par ce type de diabète, ça va être des patients de moins de 35 ans, de manière générale, donc assez jeunes. C'est une apparition qui est brutale, puisque comme je vous l'ai dit, on a une destruction progressive des cellules bêta, mais qui, pendant 5 à 10 ans, n'a aucun symptôme, et d'un coup, on va avoir les symptômes quand vraiment il n'y a plus de production d'insuline. Et au niveau des symptômes, justement, ça va être le syndrome cardinal, je vais vous le détailler juste après, l'asthénie, donc une fatigue, et une haleine fruitée. Donc, le syndrome cardinal, qu'on appelle aussi syndrome des 4 P, ça correspond à une polyurie, on a soif, une polydipsie, beaucoup d'urine, polyphagie, on a faim, et une perte de poids. Alors, pourquoi tous ces symptômes? En gros, on a une hyperglycémie qui n'est pas, qui n'est pas traitée puisqu'on n'a pas d'insuline. Donc, on a une hyperglycémie chronique qui va entraîner l'élimination du sucre dans les urines, puisque le sucre reste dans le sang, il est filtré et ensuite va être éliminé par les urines.
à partir d'un certain moment, on aura une augmentation de la quantité d'urine pour éliminer tout le glucose. C'est pour ça qu'on a une polydipsie. On augmente la quantité d'urine, polydipsie. Comme on a une importante élimination d'eau, d'urine, au niveau de la polydipsie, on va avoir plus soif, donc ce qui explique la polyurie, la soif. Au niveau métabolique, les cellules vont être insensibles à l'insuline, ou il n'y aura pas d'insuline plutôt. Donc, elles ne vont pas consommer le glucose et il va y avoir un déficit énergétique au niveau des cellules, ce qui va entraîner la faim, on va plus manger. Et on va aussi perdre du poids parce qu'on va essayer de produire du glucose par néoglucogénèse. En gros, notre corps ne se rend pas compte qu'on a du glucose dans le sang et qu'on peut le consommer. Et du coup, il va devoir manger plus donc pour essayer d'avoir plus de glucose. Et il va surtout faire de la néoglucogénèse, donc utiliser les stocks de protéines et de lipides pour produire du glucose. On aura une importante lipolyse et une importante protéolyse, ce qui va entraîner la perte de poids. Donc ça va expliquer les 4 P, les symptômes. Et on a, donc comme on a une importante néoglucogénèse, il va y avoir en gros une augmentation de la quantité d'acétyl-CoA. Il n'explique pas vraiment le lien, mais en gros, il dit que dans son cours, je ne vois pas trop le lien, donc c'est pour ça que je ne peux pas trop vous l'expliquer, mais il dit qu'il y a une augmentation, à cause de l'importante néoglucogénèse, on a une importante quantité d'acétyl-CoA qui ne va pas forcément être utilisée dans le cycle de Krebs, mais qui va être utilisée par une autre voie qui est la cétogénèse. Et en fait, ça va produire des corps cétoniques, comme voilà, des corps cétoniques comme l'acétone. Et du coup, ça va entraîner une acidose, donc une diminution du pH. Et ça va principalement être éliminé par voie urinaire, mais surtout par voie respiratoire. Et c'est pour ça que juste avant, je vous ai dit que dans les symptômes, on avait une haleine fruitée. Et en fait, l'élimination de ces corps cétoniques par voie respiratoire, c'est ça qui va donner l'haleine fruitée et qui explique ce symptôme-là. Donc, voilà pour le syndrome cardinal des 4 P et pour le diabète du type 1. Le diabète de type 2, c'est donc une maladie qui va principalement être due à une insulinorésistance de 3 types de tissus. Le tissu adipeux au niveau des viscères, le tissu musculaire et le tissu hépatique. Cette maladie, elle est due à différents facteurs, notamment des facteurs environnementaux comme l'obésité, la sédentarité, ça y fait beaucoup, mais aussi on peut avoir des prédispositions génétiques. Donc, cette insulinorésistance au niveau du tissu adipeux, ça va entraîner une sécrétion des adipocytokines. C'est une hormone au niveau du tissu graisseux qui va jouer un rôle à distance. On dit que c'est endocrine qui va se déplacer dans le sang. Et dans le cours, on vous dit que les adipocytokines vont diminuer l'inhibition de la lipolyse par l'insuline. Donc, l'insuline entraînait une inhibition de la lipolyse. Les adipocytokines vont lever cette inhibition, donc on aura plus de lipolyse. Si on a plus de lipolyse, on a plus de dégradation des tissus graisseux et donc on a une augmentation de la quantité d'acides gras libres dans le sang. Et ces acides gras libres vont renforcer l'insulinorésistance sur les tissus musculaires et le foie. Donc ça va participer encore plus à la résistance et à l'insensibilité des tissus périphériques à l'insuline. Au niveau musculaire, l'insulinorésistance se traduit par un défaut des transporteurs GLUT4. Donc on a moins il y a moins de GLUT4, les cellules vont moins capter le glucose, on aura une augmentation de la glycémie, ou du moins l'hyperglycémie ne va pas diminuer. Au niveau du foie, la présence d'acides gras libres due à la lipolyse et aux adipocytokines, ça va stimuler la néoglucogénèse. C'est-à-dire que les acides gras peuvent être un substrat pour la néoglucogénèse. Et donc, si on en a beaucoup, ça va favoriser la formation de glucose. Et donc, on augmente encore plus la glycémie au lieu de la diminuer. Pour compenser cette situation d'hyperglycémie, l'organisme va augmenter la sécrétion d'insuline. C'est ce qu'on appelle la phase d'hyperinsulinémie.
Donc au début, on a une hyperglycémie assez constante et on va essayer de sécréter plus d'insuline pour la diminuer. Et puis au bout d'un moment, cette hyperinsulinémie ne va pas être suffisante pour faire diminuer la glycémie dans les valeurs normales. Du coup, on atteindra un stade de prédiabète où on sera en hyperglycémie constante. Et puis ensuite, une fois ce stade de prédiabète passé, on atteindra un stade de défaut de la sécrétion d'insuline. Dans ce cas-là, on sera clairement en stade de diabète. On aura dépassé les valeurs de glycémie du stade de prédiabète. Juste une petite précision sur le stade de défaut de sécrétion de l'insuline. Ce défaut de sécrétion va être dû à deux facteurs, la lipotoxicité, puisqu'on a un excès d'acides gras libres dans le sang, et une glucotoxicité, on a une hyperglycémie. Et du coup, la lipo et la glucotoxicité vont diminuer le seuil de déclenchement de l'insuline et créer l'apoptose des cellules bêta, ce qui va donc renforcer encore une fois le stade d'hyperglycémie et donc on sera en diabète. Le type 2 touche principalement des patients à risque qui ont plus de 45 ans. Donc on est cette fois sur des sujets un peu plus âgés que pour le diabète de type 1 et qui présentent un ou plusieurs facteurs de risque, un surpoids, une obésité, un antécédent familial de diabète au premier degré, c'est-à-dire qu'un des parents ou des frères et sœurs est atteint de diabète, une origine non caucasienne. Chez les femmes qui ont été enceintes, un antécédent de diabète gestationnel ou la naissance d'un enfant ayant un poids supérieur à 4 kg, une hypertension artérielle, HTA, traitée ou non traitée, une dyslipidémie traitée ou non traitée, ou encore des traitements pouvant induire un diabète. C'est le cas par exemple de certains corticoïdes ou des antipsychotiques. Enfin, pour finir, un résumé. Le diabète de type 1, c'est un processus auto-immun qui détruit les cellules bêta et qui entraîne une carence absolue en insuline. Et on aura comme symptôme le syndrome cardinal et une acétonurie, donc la laine fruitée. Pour le diabète de type 2, on a une insulinorésistance périphérique des organes cibles avec implication du tissu adipeux avec les adipocytokines qui augmentent la quantité d'acide gras libre dans le sang, du tissu musculaire avec un défaut du nombre de transporteurs GLUT4 à la surface des cellules, et du tissu hépatique qui augmente la néoglucogénèse et donc fait augmenter la glycémie. On va avoir un épuisement des cellules bêta et non pas une destruction comme dans le type 1. Épuisement des cellules bêta à cause de la lipo et de la glucotoxicité, ce qui entraîne une carence relative en insuline et non pas absolue comme pour le diabète de type 1. Bien faire la différence entre carence absolue et carence relative et à quel type de diabète ça correspond. Voilà, donc c'est fini pour ma partie, enfin pour le cours. Il reste un petit QCM. Je vois qu'il est bientôt 10 heures, du coup, on peut peut-être le faire vite fait. Je ne sais pas si on en avait prévu d'autres, je ne sais pas si on aura le temps de les faire. Mais déjà, au moins, si vous voulez faire celui-là. Alors, je regarde juste les réponses. Ok, ok.
Ok, ben écoutez, nickel, dans l'ensemble, vous avez bien répondu. Hop, donc, une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g par litre indique un stade de prédiabète. Non, c'est un stade de diabète. Voilà, c'est dans le tableau. Vous pouvez le reprendre et tout si vous avez des questions, pas de souci. Le diabète sucré est un état d'hyperglycémie chronique, c'est vrai, ça dure dans le temps, contrairement au prédiabète. Le diabète de type 1 touche les personnes qui ont plus de 45 ans étant souvent en surpoids, c'est faux, c'est le diabète de type 2. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, oui. Et il n'y a pas la correction de la E, mais le syndrome cardinal correspond au 4P, polyurie, polyphagie, polydipsie, ptosis. Alors, ça correspond bien au 4P. Polyurie, polyphagie, polydipsie, oui, mais ce n'est pas le ptosis, c'est perte de poids. Là, c'est un petit piège. Encore une fois, lisez bien les listes pour ne pas vous faire piéger là-dessus. Du coup, c'est bon. D'autres thèmes, je ne sais pas si on a le temps de les faire ou pas, ou si l'autre cours doit commencer maintenant. Je ne sais pas si les autres tuteurs sont déjà là ou pas. Ok. Euh, Bon, je pense qu'on n'a pas le temps de faire les autres QCM qu'on avait préparés. Donc, au moins, ça vous fait une petite pause de 5 minutes. Du coup, bah, bon courage à tous et travaillez bien. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoyez-nous un message sur Facebook ou sur le forum du TAM. On vous répondra avec plaisir. Voilà. Bon courage. Du coup, on va rester sur ce lien-là pour le cours d'après. Déjà, je tenais à m'excuser pour le problème qu'il y a eu ce matin. Malheureusement, on a eu un problème avec les liens. Mais du coup, si jamais ça vous arrive ou quoi, n'hésitez pas à soit nous contacter sur Discord, Insta, ou même là, vous avez vu, on vous a renvoyé un mail pour vous donner le bon lien. Donc, vous inquiétez pas, si jamais il y a un problème de lien, on gère et normalement, on reprend les choses en main. Voilà.